Bonjour chers amis et bienvenue. Nous revoilà dans notre dernière partie de notre série sur les interrogations concernant les origines de l'humanité. Donc dans cette partie 4, c'est la partie finale. Nous allons aborder un sujet qui est relativement important, c'est l'essence de l'humanité, son origine, son unicité et sa spiritualité. Euh, alors, suite à la partie 3 qui a généré quand même, m'a généré quelques questions et quelques contacts directs avec certains auditeurs et certains viewers aussi. Je voulais faire une contrepartie par rapport à la partie 3 où j'affirmais qu'il y a une théorie comme quoi les extraterrestres, les Anunnaki, auraient créé en fait la race humaine. Donc, c'est ce qu'on va aborder là maintenant. On va aborder ça d'une manière beaucoup plus, on va dire, en contrepartie de ce qui a pu être dit par rapport à la création et les origines de la race humaine. Alors que nous acheverons notre exploration des civilisations anciennes, de leurs éventuelles connexions extraterrestres, nous nous retrouvons au seuil d'un mystère encore plus profond. La nature même de l'humanité. Notre voyage à travers les textes anciens, les structures énigmatiques et les mythes interculturels nous a mené à questionner non seulement notre histoire, mais aussi notre essence profonde. Dans cette dernière partie de notre série, nous nous plongeons au cœur de ce qui fait de nous des êtres humains, en examinant à la fois les preuves scientifiques et les perspectives spirituelles. Alors que maintenant, vous pouvez voir mon écran, donc dans la section, nous aurons trois sections. Il y aura la section 1, on parlera notamment de l'humanité a-t-elle été créée par les extraterrestres. Dans cette section, nous explorerons la théorie controversée selon laquelle les humains pourraient être le résultat d'une ingénierie génétique extraterrestre. Nous examinerons les lacunes dans l'histoire humaine et les sauts de développement soudains, les anomalies génétiques que certains chercheurs présentent comme preuve d'une intervention artificielle, et les contre-arguments scientifiques et la vision actuelle dominante de l'évolution humaine. En section 2, nous verrons qu'est-ce qui rend les humains uniques. C'est un peu pour faire un rebond par rapport aux vidéos précédentes que j'ai pu faire, mais ici nous nous concentrerons sur les caractéristiques distinctes de la biologie humaine qui nous distinguent des autres espèces en mettant l'accent sur l'horloge circadienne humaine et ses caractéristiques uniques par rapport aux autres primates, la complexité de l'ADN, et notamment du gène FOXP2, souvent appelé gène du langage et son rôle dans la communication humaine. Et il y a d'autres traits humains uniques tels que la cognition complexe, la conscience de soi et la créativité. Dans la section 3, nous verrons que effectivement l'humain n'est pas défini uniquement génétiquement, mais spirituellement d'abord. Dans cette dernière section, nous explorerons l'idée que l'humanité transcende la simple biologie, le concept de conscience et ses origines potentiellement non physiques, le rôle des systèmes de croyance et de la spiritualité dans les cultures humaines à travers l'histoire, les perspectives philosophiques et scientifiques sur la nature de la conscience. En examinant ces aspects, nous essaierons de fournir une vision globale de ce que signifie être humain, en comblant le fossé entre l'enquête scientifique et l'exploration spirituelle. Bon, chers amis, nous revoilà, donc on continue sur la section 1. Les humains ont-ils été créés par les Anunnaki ou extraterrestres? La théorie des anciens aliens, notamment celle proposée par Zecharia Sitchin, suggère que les Anunnaki, des êtres extraterrestres, originaires d'une planète nommée Nibiru, qu'on a pu voir dans la partie 3, sont arrivés sur Terre il y a entre 500 000 ans et 450 000 ans, avant Jésus-Christ. Selon cette théorie, les Anunnaki ont créé génétiquement les humains modernes en combinant leur ADN avec celui de l'Homo erectus. Donc, cette théorie tente d'expliquer plusieurs aspects énigmatiques de l'évolution humaine que la science traditionnelle peine à expliquer pleinement. Premièrement, il y a la croissance rapide du cerveau. Le cerveau humain, presque quadruplé de volume en environ 3 millions d'années. Un taux de croissance sans précédent dans l'évolution des primates. On voit dans les primates qu'il n'y a pas d'accélération aussi brutale. On voit que, en termes de 3 millions d'années, on passe d'une race d'hominidés à un être très avancé dans sa maturité, à la fois technologique et à la fois, sa connaissance de l'environnement et sa capacité à s'adapter
tout en ayant une forte capacité à bouger de son, de son environnement de base pour affronter d'autres environnements. On voit que les animaux ou les primates, quand ils sont à l'aise dans un environnement, ils ont tendance à rester à l'endroit où ils sont, parce qu'ils ont une garantie de pouvoir s'installer durablement, alors qu'on voit que les humains ont toujours essayé d'aller plus loin et de découvrir d'autres endroits. Notre capacité à nous adapter fait face à une accélération ou une augmentation de la taille du cerveau qui permet d'avoir une adaptation beaucoup plus rapide à des environnements qui sont peut-être différents. Le deuxième point étant la perte soudaine de la pilosité corporelle. Contrairement à nos parents primates et autres, je veux dire, singes ou gorilles, les humains ont relativement peu de poils. Un trait difficile à expliquer par des processus évolutifs graduels. Donc il y a une perte de pilosité ou de fourrure qui est extrêmement rapide. Et on n'arrive pas à expliquer ce phénomène. C'est un autre phénomène qui est extrêmement difficile à comprendre. Comment nous avons pu perdre à la fois la logique d'une queue, d'une part, et aussi également la fourrure. L'avancement technologique accéléré. Les humains, de manière très surprenante, ont démontré une capacité extraordinaire d'innovation et de compréhension technologique, surpassant de loin, de très très loin, les autres espèces. On voit que certaines espèces de primates commencent aujourd'hui à comprendre uniquement maintenant l'utilisation des outils, et souvent parce que on pense que l'observation des humains leur a fait comprendre certaines choses, mais on voit certains orang-outans ou certains primates qui commencent à utiliser des outils alors que nous, ce serait arrivé de manière extrêmement rapide, pas sur des millions d'années, mais sur des centaines de milliers d'années, ce qui semble extrêmement improbable. Les partisans de la théorie des anciens aliens affirment que ces changements dramatiques pourraient être le résultat d'une manipulation génétique délibérée par une espèce extraterrestre avancée. Ils suggèrent que les Anunnaki ont créé les humains comme une espèce d'esclaves pour extraire de l'or, ce qui nécessitait des êtres dotés d'une intelligence supérieure et d'une meilleure adaptation physique à l'environnement terrestre. Cependant, il est crucial de noter que la science traditionnelle ne soutient pas ces affirmations, naturellement. Les généticiens et les anthropologues ont proposé des explications alternatives à ces changements évolutifs, notamment les pressions environnementales, la compétition, notamment, la complexité sociale, donc la capacité à être en groupe, de partager des idées, d'apprendre des nouvelles choses en groupe, et une mutation génétique et des mutations génétiques naturelles. Donc, des mutations génétiques naturelles qui pourraient expliquer une accélération si brutale de la boîte crânienne une non-linéarité sur les différentes espèces. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à expliquer la progression du squelette ou la progression de la structure squelettique de l'homme ancien par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a des choses qu'on n'arrive pas simplement à expliquer. Des études récentes ont révélé des preuves de croisement entre différentes espèces humaines, y compris un ancêtre archaïque inconnu, ce qui pourrait expliquer certains changements génétiques rapides. Donc, la théorie, ce serait qu'il y aurait des branches de la race humaine qui auraient été différentes, avec lesquelles il y aurait pu avoir des mélanges. Néandertal étant une théorie, il y a aussi une autre théorie d'un être archaïque inconnu. Bien que la théorie des anciens aliens offre un récit intrigant, elle manque de preuves scientifiques et n'est pas acceptée par la communauté académique, naturellement. La véritable histoire de l'évolution humaine continue donc d'être l'objet de recherches et de découvertes en cours dans le monde scientifique, mais il n'y a aucune réponse, je veux dire, qui soit véritablement satisfaisante quand on voit l'évolution à partir de l'Australopithèque, Homo erectus, Homo habilis, jusqu'à Sapiens sapiens, il est très difficile de faire une évolution logique tant il y a des bonds de manière extrêmement rapide sur la capacité cérébrale et les changements du squelette, notamment. Donc voilà pour la section 1, nous allons passer à la section 2. Bon, chers amis, nous revoilà pour la section 2. Dans cette section, je veux aborder un thème qui est relativement intéressant, c'est qu'est-ce qui rend les humains uniques, de manière biologique. Hein. Je parle pas encore des aspects qui vont contrecarrer cette vision des anciens aliens et autres, mais
Je parle pour l'instant, qu'est-ce qui rend les humains uniques dans cette vue de, de la création de la race humaine si nous avions été créés par les extraterrestres. Je prends toujours les éléments qui permettent de mettre en avant cette théorie. Donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce qui rend les humains uniques? Il y a un gène dans le code génétique humain qui s'appelle le FOXP2, qui joue un rôle dans le développement du langage humain et est souvent appelé le gène du langage. Bien présent chez de nombreuses espèces, la version humaine du FOXP2 présente des caractéristiques assez uniques. Fondamentalement et premièrement, il y a la mutation, les mutations spécifiques à l'homme. Les humains diffèrent des chimpanzés et des gorilles par deux substitutions d'acides aminés dans la protéine FOXP2. Ces changements sont censés contribuer à notre capacité linguistique avancée. Effectivement, dans notre capacité à avoir des langages, nous développons des langages extrêmement complexes, des langages nationaux, des langages régionaux, des langages tribaux et même des langages des signes. On voit qu'il n'y a pas il n'y a pas une capacité chez les autres primates ou chez les autres mammifères, la capacité de jongler sur la manière de communiquer. Il est vrai que les chats ont une capacité à communiquer entre eux avec des grognements ou avec des sons. Et quand ils communiquent avec des humains, ils communiquent en miaulant. Mais entre eux, ils ne communiquent pas en miaulant. Ils font des sons spécifiques, mais ils ne me communiquent pas en miaulant. Donc, ils ont une capacité de s'adapter en s'exprimant vers l'humain pour qu'il y ait une tentative de communication. Mais on ne retrouve pas cette capacité à générer des capacités linguistiques très avancées. C'est ce qui nous, je veux dire, nous différencie par rapport à d'autres animaux. Maintenant, quel est l'impact du FOXP2 sur le développement du cerveau? Le FOXP2 s'exprime dans différentes régions du cerveau cruciales pour le langage et la parole, notamment les ganglions de la base et le cortex frontal intérieur. Il influence la maturation du cerveau et le développement des circuits neuronaux essentiels au langage. Effectivement, le langage euh, apparaît apparemment dans différentes zones. À partir du moment où on utilise des langages différents, une personne qui va parler, on va dire, 4 ou 5 langues, il y a une capacité à avoir une maturation du cerveau. D'autres zones du cerveau se mettent en forme d'apprentissage ou sont illuminées de manière particulière quand on apprend des nouvelles langues. Moi qui fais des arts martiaux depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, il y a aussi des tests qui ont été faits sur des gens qui apprennent les arts martiaux. Alors, les arts martiaux sont aussi considérés comme une forme de langage corporel. Donc, au même titre que la danse, que, certains mouvements qu'on emploie à apprendre pour des manières de communiquer. Et le langage des signes est un bon exemple de cela, par exemple. Et donc, le FOXP2, donc, il a une interaction différente pour les humains avec différentes zones du cerveau. Troisième élément, c'est la vocalisation et le contrôle moteur. Des études sur des souris avec un FOXP2 humanisé, donc on a injecté le FOXP2 à des souris, ont montré une amélioration de l'apprentissage vocal et de l'acquisition de nouvelles compétences motrices. Donc, cela suggère que le rôle du gène dans le réglage fin des circuits neuronaux pour la production de la parole permet une amélioration de la communication, une amélioration de la collaboration entre des gens de la même espèce. C'est-à-dire que le FOXP2 que nous avons nous permet de pouvoir mieux communiquer de manière plus précise la manière dont nous pouvons collaborer les uns avec les autres. Par exemple, les souris qui ont reçu le FOXP2 humanisé, j'ai pu voir une émission qui parlait de ça. Et effectivement, on voyait que les souris collaboraient de manière plus, plus précise et de manière aussi plus spontanée. Donc, on voyait une amélioration de leur comportement avec le FOXP2 humanisé. Régulation différentielle des gènes. Le FOXP2 humain affecte l'expression des gènes différemment par rapport à la version du chimpanzé. Cela conduit à des modèles d'instinct d'activation des gènes dans les cerveaux humains et chimpanzés, expliquant potentiellement notre capacité linguistique unique. Et c'est vrai que cette capacité à pouvoir parler plusieurs langues, à créer des langages, à créer le langage des signes, à avoir différentes méthodologies d'utiliser les mains, par exemple, dans la communication, et révèle quelque chose qui est très différent de ce qu'on peut voir avec les chimpanzés ou avec les gorilles.
Une signification évolutive, bien qu'initialement considérée comme présentant des signes de sélection positive récente chez l'homme, des études récentes ont remis en question cette hypothèse. Notamment, les changements spécifiques au langage en FOXP2 restent importants pour comprendre l'évolution du langage. Donc, effectivement, il y a une évolution du langage qui est continuelle. On voit bien que le français qui se parlait au XVIe ou XVe siècle n'est plus le même. On voit bien qu'il y a une évolution du langage constante. Et tout ça, c'est lié à la capacité au FOXP2 qui permet d'avoir une relative importance dans l'évolution du langage, dans l'évolution du langage en bien ou en mal. Parce qu'aujourd'hui, on dit que dans les années 40, 50, 60, on parlait beaucoup mieux, on parlait beaucoup mieux français ou anglais. Et aujourd'hui, on dit que bon, le français est devenu un peu moins élaboré en fait. Donc maintenant, ce qui concerne l'horloge circadienne. Alors, qu'est-ce qu'est l'horloge circadienne? L'horloge circadienne humaine est un système biologique interne qui régule nos cycles de 24 heures de changements physiques, mentaux et comportementaux. Cette horloge biologique est principalement contrôlée par le noyau suprachiasmatique, SCN, qu'on appelle aussi SCN. C'est un petit groupe de cellules dans l'hypothalamus du cerveau. Le SCN agit comme une horloge maîtresse ou une horloge maître, coordonnant les rythmes circadiens dans tout le corps. Les aspects clés de l'horloge circadienne humaine comprennent un cycle de 24 heures. Alors ça fonctionne sur un cycle d'environ 24 heures, s'alignant sur la rotation de la Terre. La sensibilité à la lumière. La lumière est le Z-bigger. C'est un indice temporel le plus puissant qui influence l'horloge circadienne pour nous indiquer les cycles de sommeil, de veille et de sommeil. Donc il y a des fonctions multiples naturellement, comme je le disais à l'instant. Le SCN régule les cycles veille-sommeil, la production hormonale, la température corporelle et d'autres processus physiologiques. Il y a une base génétique. Les rythmes circadiens sont pilotés par un réseau de gènes et de protéines d'horloge. Il y a aussi des horloges périphériques, alors que le SN est l'horloge maître ou maîtresse. Des horloges périphériques existent dans différents organes et tissus du corps pour donner une information. Donc l'horloge circadienne aide à coordonner les processus biologiques pour qu'ils se produisent au moment optimaux, maximisant la forme physique et la santé d'un individu selon des moments particuliers. Alors je vais donner des exemples. Il y a des changements induits par l'espace. Les rythmes circadiens humains changent effectivement dans l'espace. On sait que dans l'espace, quand l'être humain se retrouve dans l'espace, il prend un rythme de l'horloge circadienne qui est beaucoup plus affilié à la planète Mars. La planète Mars a un rythme différent de celui de la Terre. Il n'est pas de 24 heures, le 24 heures point 9 ou quelque chose comme ça, un peu plus long. Et quand nous nous retrouvons dans l'espace, nous avons tendance à s'aligner sur une horloge circadienne qui est liée à celle de Mars. Ce phénomène n'est pas effectivement limité à un groupe ethnique spécifique, mais il est universellement observé chez les astronautes. Donc quand on fait des mesures de l'horloge circadienne, c'est que les rythmes circadiens affichent une horloge ou une adaptation à une horloge différente. Alors c'est assez troublant parce que étant originaire de la Terre, on devrait toujours être sur un rythme de 24 heures. Dès qu'on se retrouve dans l'espace, on a une adaptation très rapide du cycle circadien. Cycle jour et nuit perturbé. Dans l'espace, les astronautes connaissent 16 levées et couchers de soleil toutes les 24 heures, perturbant considérablement leur rythme circadien naturel. Donc, ça peut être expliqué comme ça. Mais il y a une adaptation très rapide quand nous sommes dans l'espace. Nous adaptons à un cycle extrêmement rapide, ce qui est surprenant si nous avons toujours vécu, si la race humaine a toujours vécu sur Terre, pourquoi une adaptation si facile? Il y a des troubles du sommeil. De nombreux astronautes signalent des difficultés à dormir dans l'espace, qui est attribué au changement de leur rythme circadien et à l'absence d'indices environnementaux normaux. Des impacts physiologiques, des perturbations circadiennes peuvent affecter diverses fonctions corporelles, notamment la production hormonale, la régulation de la température corporelle et les performances cognitives. Il y a des recherches en cours, la NASA et d'autres agences spatiales continuent d'étudier les effets des voyages spatiaux sur les rythmes circadiens afin de développer des contre-mesures
pour les missions spatiales de longue durée. Donc vous voyez que ces aspects uniques de la biologie humaine, de nos capacités linguistiques à nos rythmes circadiens adaptables, contribuent à la remarquable capacité de notre espèce à communiquer et à s'adapter à des environnements divers, y compris les défis de l'exploration spatiale. Mais comment cela se peut-il? Puisque nous avons toujours vécu sur Terre. La race humaine a toujours vécu sur Terre de ce que nous en savons. Et pourtant, nous avons une adaptation naturelle à un environnement qui est plutôt un environnement plutôt hostile et auquel nous n'avons que très très peu d'expérience finalement. Si l'on prend l'aventure spatiale qui s'est passée dans les années 60 avec les Russes et les Américains et avec le faux voyage sur la Lune. Mais bon. Euh, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur sur la section 2. Nous allons passer à la section 3. Je sais que il y a beaucoup plus de sujets qui pourraient être abordés, notamment le junk DNA et autres. Mais c'est vrai que ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue. Donc j'essaie de passer à capturer un maximum d'éléments, mais sans pour autant faire des vidéos extrêmement longues. Donc voilà, je vous retrouve donc dans la section 3. Chers amis, nous continuons sur la section 3. Dans cette section, nous verrons que l'humain n'est pas défini génétiquement, mais d'abord spirituellement. Ok. Donc il y a, avec cette vue des Anunnaki qui auraient soi-disant créé la race humaine en mêlant leur ADN avec le nôtre, ou avec celui de l'Homo erectus ou de l'Homo habilis pour former les êtres humains que nous sommes aujourd'hui. Peu importe l'origine de la création humaine, ce qui fait de nous des êtres humains, c'est avant tout l'âme qui nous habite. C'est c'est tous les aspects qui font de nous des humains, notre capacité à entrevoir le beau, à apprécier les couleurs, apprécier la musique, apprécier les sons, à apprécier l'expression de sentiments, quels qu'ils soient d'ailleurs. Aimer la nourriture, aimer les sensations que nous avons lorsque nous avons des rires, nous avons des éclats de rire, des joies que nous partageons et des peines que nous partageons aussi avec les uns avec les autres. Donc tout ceci est lié au concept de l'âme, qui est central aux trois religions monothéistes, que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, offrant un contrepoids aux théories de la création humaine extraterrestre. Pour moi, peu importe comment l'être humain est créé, on voit effectivement dans la Bible qu'il y a la formation et la création sont deux étapes. Et mais ce qui, malgré tout cela, il y a eu dans l'histoire de l'humanité plus de 120 milliards de personnes qui ont foulé cette planète. Chaque personne était une individualité dans sa conception. Donc, chaque personne avait une expression de qui elle était qui était vraiment unique. Chaque personne est unique dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de vivre sa vie, de sentir le beau, comme je le disais, de vivre ses passions, de vivre ses émotions. Donc, ce qui fait de nous des gens particulièrement uniques. Donc, peu importe la manière dont nous sommes créés, ce qui est important, c'est l'âme qui nous habite. Et l'âme qui nous habite, c'est ça qui nous fait être des êtres humains uniques en tant que tels. Donc, ces religions, ces religions monothéistes, affirment que les humains sont fondamentalement des êtres spirituels, l'âme étant l'essence de notre individualité et de notre humanité. Dans le judaïsme, le christianisme, l'islam, l'âme est considérée comme une création divine, séparée du corps physique. Cette essence spirituelle est ce qui donne aux humains leurs caractéristiques uniques, notamment la personnalité, les émotions et la capacité morale ou le compas moral, on va dire. Les traditions abrahamiques, donc celles viennent d'Abraham, le père de toutes les nations, enseignent que Dieu insuffle la vie aux humains, les imprégnant d'une âme qui transcende le simple code, le simple code génétique ou le simple codage génétique qui est traduit à travers l'ADN. Ces religions monothéistes proposent que l'âme provient de Dieu, non d'une intervention humaine ou extraterrestre, ou de processus purement biologiques. Effectivement, l'ADN définit les caractéristiques physiques, la taille, le poids, les yeux, le nez, la couleur de peau. Ça définit beaucoup de choses, hormis le caractère d'une personne. Donc, effectivement, cette essence spirituelle est une volonté de suggérer que notre sens
de la beauté, nos traits personnels, notre boussole morale découle de cette étincelle divine qui est en nous, qui est finalement une représentation de ce qui est Dieu, finalement. Cette perspective s'aligne sur le récit biblique de la création, où les humains sont décrits comme ayant été faits à l'image de Dieu, non pas l'image physique, l'image spirituelle, impliquant une ressemblance spirituelle au-delà de la forme physique. La question de l'origine des âmes pour les quelques, comme je le disais auparavant, les 120 milliards d'humains tout au long de l'histoire abordée dans cette religion ou dans l'histoire de l'humanité qui nous est coupée par le déluge, comme on a pu le voir dans les parties précédentes, nous donne le concept de la création de la création continue de Dieu, cette logique de la création. Chaque âme est considérée comme une création unique de Dieu, adaptée à chaque individu. Cette croyance en l'origine divine des âmes soutient l'idée que les humains sont d'abord des êtres spirituels revêtus de corps physiques en second lieu. Dans l'islam, le Coran parle d'Allah insufflant son esprit aux humains, tandis que dans le christianisme, la Bible décrit Dieu comme formant l'homme à partir de la poussière et lui insufflant la vie. Donc l'idée de la formation et de la création. Le judaïsme souligne également l'origine divine de l'âme. Certaines traditions parlent d'un trésor d'âme, d'où Dieu puise pour chaque nouvelle vie qui est créée. Cette perspective spirituelle de la nature humaine offre un véritable contre-argument profond aux explications matérialistes ou extraterrestres, ou que sais-je d'autre, des origines humaines, en soulignant notre connexion au divin et la dignité inhérente à chaque individu, peu importe sa race, sa couleur de peau, sa tribu, ou son, ou son bagage matériel. En conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire? Alors que nous concluons notre série en 4 parties sur les interrogations des origines de l'humanité, nous avons voyagé à travers un paysage de mystères, de controverses et on va dire, de questions profondes sur notre existence. Des énigmatiques structures anciennes qui défient les explications conventionnelles, aux mythes mondiaux d'un grand déluge qui a remodelé notre monde et notre histoire, mais aussi notre mémoire, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons aucun souvenir de qui nous avions été avant le déluge. Nous avons exploré des récits qui remettent en question notre compréhension de l'histoire humaine. Nous nous sommes penchés sur les théories intrigantes de l'intervention extraterrestre, illustrées par les histoires des Anunnaki, et examiné les aspects uniques de la biologie humaine et de la conscience qui nous distinguent des autres espèces. Effectivement, nous n'avons rien à voir avec même si nous partageons un bagage, on va dire, génétique avec certaines espèces du règne animal, nous nous distinguons de manière extrêmement frappante des autres espèces. Tout au long de cette exploration, nous avons rencontré des preuves convaincantes et des idées stimulantes qui suggèrent que nos origines peuvent être bien plus complexes et extraordinaires que ce que la science traditionnelle reconnaît. Je crois que certaines réponses à ces questions profondes existent, mais sont retenues ou rejetées par les institutions scientifiques dominantes. Cette suppression de théories, de preuves alternatives, nous empêche de véritablement nous interroger sur ce que nous sommes ou d'où nous venons. La réticence à considérer sérieusement ces récits alternatifs soulève des soupçons et sur les raisons pour lesquelles certaines perspectives sont si catégoriquement rejetées sans aucune enquête approfondie. Comme je l'ai abordé dans des vidéos précédentes, telles que les racines du racisme et les 5 preuves de la création de Dieu, il existe des preuves convaincantes que l'humanité est une famille terrienne unifiée, malgré nos différences superficielles, notamment les différences sur le contrôle, l'argent et malgré nos différences superficielles, notamment l'origine, la race, la couleur de peau. Pour véritablement progresser en tant que civilisation, nous devons découvrir ou redécouvrir qui nous sommes et accepter la vérité sur nos origines, quelle qu'elle soit. Extraterrestre, non extraterrestre. C'est pas important. C'est de définir quel chemin nous avons emprunté et quel chemin nous devons maintenant emprunter avec tout ce qui se passe dans le monde. Il y a un nouveau chemin à entreprendre. Et il faut trouver ce chemin-là ensemble. Quelle que soit la couleur de peau. La quête de cette vérité n'est pas simplement un exercice académique. Comprendre nos véritables origines a le potentiel de remodeler notre perception de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Cela pourrait favoriser un plus grand sentiment d'unité
entre tous les êtres humains, transcendant les divisions artificielles et favorisant un sentiment partagé de but et d'identité. Alors que nous clôturons cette série, je vous exhorte, je vous encourage fortement, vous les auditeurs, à continuer de questionner, d'explorer et de rechercher la vérité. Notre voyage pour comprendre nos origines est loin, très loin d'être terminé. En restant ouvert d'esprit, en examinant de manière critique les preuves provenant de toutes les sources et en remettant en question les récits établis, nous nous rapprocherons graduellement de la découverte de l'histoire remarquable des origines humaines et de notre chemin qui sera le nôtre devant nous en marchant à la fois ensemble, mais également dans le sillon qui mène à Dieu. Cette connaissance n'est pas simplement notre droit, elle est essentielle à notre croissance et à notre évolution en tant qu'espèce et en tant que famille. Rappelez-vous que la vérité sur nos origines, une fois révélée, a le pouvoir de nous unir tous en une seule famille humaine, liée par un héritage cosmique partagé. Continuons cette quête ensemble pour le bien de l'humanité. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez accordé pour ceux qui regardent. Je sais que je ne fais pas beaucoup de vues, ça ne me dérange pas. Mais pour ceux qui prennent le temps de regarder, j'apprécie énormément. Sachez que je prends vraiment plaisir à savoir que quelques-uns me regardent. Malgré les plusieurs milliards de personnes qui regardent YouTube, il y en a quelques-uns qui me regardent. Mais ça me fait vraiment plaisir et j'apprécie vraiment le temps que vous accordez à mes vidéos. Et puis, ben, ne tient qu'à vous de faire connaître cette chaîne. Mais quelque chose que je vous promets, moi, je ne ferai jamais de pub. Peu importe le nombre de vues que je ferai, je ne ferai jamais de pub pour m'enrichir personnellement. Je fais ça pour un but de partage. Et je ferai toujours des choses qui sont là pour encourager encourager le développement et les échanges entre nous. Et puis, voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, une fantastique nouvelle année 2025, en espérant qu'elle soit meilleure que 2024 et 2023. Ont été des années particulièrement dures un petit peu partout dans le monde. Et bonne chose pour vous et votre famille. Tenez-vous bien et puis on se retrouve en 2025. Merci beaucoup. À bientôt.